Greg, Aldrit. Grégory Pata, comme ma confesse, et c'est parti mon kiki. Ouais, c'est vrai que quand j'ai commencé le sport, il y avait un club de rugby dans chaque village, donc c'était plus facile pour nous d'avoir accès à ce sport. Donc c'était difficile parce qu'aujourd'hui il y a une démocratisation des activités qui n'existaient pas par le passé. Et voilà. Et puis si on ajoute notre département qui est un département rural où il faut prendre la voiture pour se déplacer, les activités on les comptait. Et c'est vrai que bon, le rugby fait partie de notre ADN. Et il y avait une formation aussi, il y avait le judo, il y avait deux écoles, le rugby et le judo, voilà, qui était une bonne école aussi pour tout ce qui est affectif, tomber au sol, la relation au partenaire, à l'adversaire. Et il y avait ouais, le rugby et le judo. J'ai eu un ballon de rugby dans les mains très tôt, à 2 ans. Je suivais mon papa partout sur tous les terrains. Mon papa avait construit des terrains de poteau sur une balançoire, donc sur mes temps extrascolaires, ben, je tapais, j'allais chercher, on n'avait qu'un ballon, on avait un ballon en cuir, le Wallaby, très lourd, quand il pleuvait, et je passais ma vie à l'extérieur, voilà, à taper. Il n'y avait pas de tee, à faire une poke avec la terre, utiliser les différents endroits du jardin pour m'amuser tout simplement. Voilà, et il n'y avait qu'un ballon, il n'y avait pas 10 ballons. Donc j'allais le chercher à chaque fois et je répétais les gestes. Quand il y avait mes cousins qui venaient à la maison, c'était une partie de 2 contre 2 avec mon père qui se joignait avec nous. Et voilà, c'est des bons moments. Voilà. Alors bon, je ne sais pas, mais voilà, très tôt, j'ai aimé ce sport. Non, pas en faire mon métier, mais déjà moi le rugby, le professionnalisme, je l'ai connu qu'en 2012 parce que toute ma carrière j'ai été plus réactif et c'est ce qui a été dur à la fin pour moi parce que j'avais des joueurs professionnels mais moi j'avais un métier à côté et je m'entraînais que le soir. C'était notre particularité au FCA à l'époque et je l'assume pleinement parce que c'était mon échappatoire aussi. Moi j'ai vu ce sport comme un jeu. Voilà, juste un jeu où on partageait de belles émotions et des moments avec des partenaires. On avait l'histoire en plus au FCA du petit poussé parce que c'était l'arrivée un peu de l'argent du rugby business, des économies qui commençaient à arriver dans notre environnement et on était le petit qui voulait exister chez les grands et qui voulait défier les grands. Donc c'était une éternelle histoire, un éternel recommencement et j'adorais ça. Aujourd'hui, le rugby a changé, c'est du rugby business, donc bien sûr que je le considère comme un métier parce qu'il y a beaucoup d'enjeux économiques autour de ma fonction et de mes responsabilités. Voilà, aujourd'hui, je manage un staff de 20 personnes, de 45 joueurs, donc il n'y en a pas que ce côté passionnel. Mais je fais partie des privilégiés, des gens qui peuvent exercer un métier dans leur passion. Et ça, je ne l'occulte jamais. Voilà, je suis un peu décalé, je pense, par rapport à l'environnement. Je suis un peu hors cadre. Voilà, mais ça c'est moi. Et je préfère rester comme je suis, avec tous les enjeux qu'il y a, et privilégier ce côté passionnel et du jeu j'ai eu, quoi. Voilà, parce que c'est le pourquoi j'ai été reconnu à Auch, pour répondre à ta question de tout à l'heure. Voilà, j'ai fait une carrière dans un seul club
mais la reconnaissance, je l'ai eue à partir de là. Je suis quelqu'un qui est reconnu pour être fidèle, qui est reconnu pour être travailleur. Et ça, je le dois à mon parcours au FCA. J'ai 2 titres de champion de France, Pro D2. Mais pour moi, voilà, bien sûr, le Brennus, n'y ai pas touché, mais pour moi, la Pro D2, c'était le Graal. J'ai un titre de bouclier européen à l'époque, de 3e Coupe d'Europe. Donc, je suis champion d'Europe à Auch. Et j'ai eu en plus une cape de Barbarians qui, pour moi, reste un souvenir indélébile. Ouais, complètement, bien sûr. Ce sport, j'ai grandi au travers de ce sport. Bon, il y avait l'école qui occupe la grosse partie de ton temps dans ta jeunesse, mais le rugby, c'est autre chose. C'est les premières sorties, il y a une appartenance à un groupe, il y a des affinités qui se créent au travers de différents groupes. On apprend à voyager, à se connaître. On commence à découvrir la vie, les jeux, le jeu, les enjeux, le respect aux règles, au code de personnes. Et c'est vrai que voilà, je me souviens plus de beaucoup d'histoires rugbystiques que scolaires, je dirais. J'étais jamais placé dans les premiers, mais j'ai toujours fait en sorte d'être le premier choix. Voilà, j'ai travaillé, on m'a mis beaucoup de concurrence dans ma carrière, malgré que j'étais un leader d'une équipe, mais pour me pousser, on savait qu'il fallait me mettre de la concurrence. J'ai travaillé, j'ai beaucoup travaillé, mais j'ai jamais occulté que pour moi c'était un jeu. Voilà, et j'ai pris ma valeur première, c'était de prendre beaucoup de plaisir dans chaque moment que j'ai passé sur le terrain. Voilà, je travaillais à côté, donc il y avait le cadre du travail, mais pour moi c'était un échappatoire de retrouver un groupe, de retrouver différentes histoires d'hommes, et je me suis nourri beaucoup avec ça, parce qu'il y a le support rugbystique, mais au travers de ce support rugbystique, il y a des hommes à l'intérieur, et ces histoires d'hommes, elles restent gravées à moi, en même temps que les résultats qu'on a eus sportifs. Peut-être que j'aurais pu mieux faire, voilà, mais c'était, j'ai vécu avec mon temps. Voilà, le rugby professionnel a été décrété en 95, je crois. Thomas Lièvremont était le premier joueur professionnel. Moi, j'avais 20 ans. Et à 20 ans, je ne voyais pas qu'on pouvait faire une carrière professionnelle autour du rugby, gagner de l'argent. D'ailleurs, j'ai une anecdote par rapport à ça. Mon premier rendez-vous, quand je suis monté de Réchelle, puisqu'il n'y avait pas d'espoir à l'époque, il n'y avait que réserve et équipe première. Quand je suis monté de Réchelle à équipe première, j'ai été reçu par des dirigeants. Et il y avait 10 dirigeants face à moi qui m'ont proposé de l'argent. Je me rappelle, donc 2000 francs par mois sur 10 mois, plus une prime de 10 000 francs si je faisais plus de 5 matchs. Moi, je ressors de cet entretien, il y avait Jean-Marc Bédered qui passait juste avec moi, il me dit ça s'est bien passé au confessionnal. Ouais, super, putain, les gars, ils me proposent de l'argent pour jouer en première. Qu'est-ce que tu veux que je demande de plus? Je ne savais même pas que ça existait. Donc tu vois dans quel état d'esprit on était à l'époque, et surtout dans un club comme le FCA ou un département qui est rural, que l'économie, il faut aller se la gagner. Et pour moi, c'était que positif, c'est que j'allais m'amuser et avoir un peu de sous pour, comme te dire, faire une troisième mi-temps qui j'espère allait être à la hauteur des 2 premières. Ouais, mon regret, c'était de finir sur une blessure, de ne pas avoir eu le dernier match. Ça, c'est une blessure que j'ai au fond de moi et qui est profonde, mais qui m'a servi maintenant
qui me sert aujourd'hui dans ma vie d'entraîneur. J'ai pas eu ma dernière danse, comme on dit, parce que j'ai fini à 23 ans. On m'a dit que j'avais un genou très abîmé, que mes jours avaient été comptés. J'ai réussi à jouer jusqu'à 33 ans. Mais je compensais beaucoup avec ce genou-là, donc c'est la cheville à l'opposé qui a lâché. Et quand on avance dans le temps, on pense que ça va arriver. Il y avait un match important à Mayol où on était premier de Pro D2, eux ils étaient troisième et je voulais absolument jouer à Mayol devant 15 000 personnes. Et je ne suis jamais revenu de cette blessure parce que je n'ai pas respecté le process de réathlétisation. Je croyais que ça allait revenir et à mon grand dame, voilà, parce que je regrette aujourd'hui d'être un peu invalide parce que je ne peux plus courir avec mes enfants, je ne peux plus faire ce que je veux. Et surtout ce dernier match que j'ai eu au Moulias contre Grenoble, voilà, normalement ça devait être bon. Je ne sais pas si tu connais bien le stade du Moulias, il y a une piste d'athlétisme et le stade. Et j'ai reçu une décharge dès le premier pas que j'ai posé sur le Moulias. Donc à partir de là, quand on est un sport de combat, quand tu joues, quand tu n'es pas à 100% de ton potentiel, tu charges. Aujourd'hui, ça a été mon dernier match au Moulias, parce qu'après j'ai essayé de revenir à Milan, mais ça c'était une autre histoire. Mais c'est cette frustration que j'ai eue. Voilà. Et même à Milan, ça s'est fini sur une dernière blessure à la cheville. Et j'ai pas pu avoir ce dernier moment. Je peux te dire que j'ai vraiment souffert de ma fin de carrière. Voilà. J'ai eu la chance à Auch. Voilà, je savais que mon corps ne pouvait plus répondre aux attentes du professionnalisme. Donc j'ai rejoint Milan avec Alain Laterade qui reste pour moi l'un des plus grands dirigeants que j'ai croisé, qui m'a tendu la main dans un moment difficile. Et souvent les gens qui te tendent la main quand tu n'es pas bien, c'est des personnes qui restent importantes. Donc je suis parti jouer un an à Milan. J'ai fini par une dernière blessure à la cheville et il m'a proposé d'entraîner à cette période-là pour rester proche de l'équipe, tout ça. J'avais une appétence déjà pour l'entraînement, puisque de par ma fonction de capitaine, j'ai changé beaucoup déjà avec mes différents entraîneurs. Mon poste faisait aussi que numéro 8, je m'intéressais à la stratégie. Ma carrière, mon cursus professionnel aussi, je suis éducateur sportif à côté, fait que j'avais cette relation-là de donner les conseils, d'aller vers les autres pour progresser. Mais je savais que j'allais finir entraîneur. Après, entraîneur à quel niveau ? J'ai commencé en Fédéral 2, c'est une super école parce qu'un jour on est 12, un jour on est 45 et l'adaptation là on l'a en permanence. Et c'est Alain Laterade encore lui qui a été important puisque une année où le FC Auch est menacé de dépôt de bilan, il me dit il faut que tu ailles à Auch. Voilà, il n'y a que toi qui est le mec idoine pour gérer cette situation et pour remettre le FC Auch sur le bon chemin. Je lui devais beaucoup de choses, il y avait des engagements à côté que j'avais avec Alain. J'ai dit Alain, mais voilà, je te dois beaucoup de choses, mais Greg, des opportunités comme ça, tu n'en retrouveras pas 10 000, c'est l'occasion. Tu reviendras chez moi plus tard. Voilà. Et c'est lui qui m'a mis le pied à l'étrier. Et aujourd'hui, je me retrouve manager de top 14. Donc voilà, pour répondre à ta question, je savais qu'après ma carrière, j'allais me diriger vers l'entraînement ou être un éducateur de club. Ouais, c'est complètement différent. Il faut savoir prendre les bonnes choses dans les deux cas. Joueur, tu as cette liberté d'expression sur le terrain.
mon caractère était un peu introverti, mais je ne sais pas pourquoi, sur un terrain de rugby, je me sentais à l'aise. Dans un vestiaire, lors de mes discours, je me sentais à l'aise. Je ne sais pas comment l'expliquer, alors que dans la vie de tous les jours, ceux qui me connaissent, je suis un gros taiseux, il est difficile de m'avoir au téléphone. Hein. Mais ce moyen d'expression, c'est là où j'étais le mieux. Et côté entraîneur, on n'a pas cette dépense physique, cette décharge d'adrénaline, mais on a cet esprit de compétition. Voilà, on veut mener des hommes à gagner des matchs et cette récompense qu'on peut tirer aussi parce que voilà, on a des matchs à gagner, on a une équipe à préparer. Voilà, dans le management, les hommes, c'est jamais la même chose. La constitution des équipes, c'est la même chose. Moi, ce qui me plaît dans ce métier de manager, c'est que voilà, chaque lendemain est différent et ça ne rend pas nos vies fades. Quoi. Voilà, on a toujours des choses à explorer, on apprend tous les jours. Et, voilà, et c'est ça qui me plaît dans ce cœur de métier. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Non. Juste, j'en parle beaucoup, mais voilà, quand j'étais joueur, j'étais reconnu pour être un gros bringueur. Le seul rituel que j'avais, c'était préparer ma tenue de troisième mi-temps avant les premières. Ouais. Je préparais vraiment ma tenue pour honorer les deux premières et pour faire une grande troisième mi-temps. Après, non, je ne suis pas du tout superstitieux. Un vestiaire du rugby, c'est un lieu de partage, c'est un lieu où se dégage beaucoup d'émotions, un lieu d'appartenance, voilà, où il se passe beaucoup de choses qui vont se dire dans les paroles, dans les regards. Parce que comme je t'ai dit, depuis tout petit, j'ai compris que dans ce sport, on n'était rien tout seul. Et là, c'est le trait d'union parfait, c'est le moyen de se retrouver pour combattre un adversaire. Voilà, on peut l'envisager de différentes façons. Le lieu d'échange, de communication, mais il y a des lieux aussi symboliques. Il y a des vestiaires il y a un vestiaire à Milan qui m'a marqué. C'est pas uniquement le vestiaire, mais c'était un petit vestiaire. Il n'y avait pas de glamour, il n'y avait rien. C'était tout petit, on était serrés. Mais après, il y a ce grand couloir, je m'en souviens toujours, qui nous amène au terrain à contrebas avec des supporters, la réserve qui te supporte. C'est des émotions incroyables, voilà, parce que on veut vivre des émotions quand on est rugbyman professionnel ou quand on reste dans cet univers. On est guidé que par ça. Alors que le terrain d'expression, quand tu l'as sur le terrain, déjà tu te fais plaisir à toi parce qu'il y a cette satisfaction personnelle de mettre en avant tes qualités et soi-disant ce que tu fais de mieux parce que tu as été reconnu pour ça, mais aussi il y a souvent ton univers familial, des personnes qui t'entourent. Et donner de la joie aux autres, c'est aussi gratifiant. Moi, j'étais très relax avant les matchs. Voilà, j'avais chacun. Quand on est à 1 heure du match, chacun doit rester dans son univers. Voilà, moi, c'était la musique, j'écoutais beaucoup la musique, j'aimais beaucoup déconner, j'aimais beaucoup partager avec les autres. Mais après, quand on se rapprochait des 5 minutes, 10 minutes avant l'échauffement, là, on rentrait totalement dans un autre univers. Voilà, et un univers où on se resserre, on se retrouve collectivement, où il y a des tartes qui sont données, des grandes tartes qui sont données. Il y en a qui réagissent, d'autres qui rigolent. C'est hyper paradoxal, mais c'est là où on a besoin de se reconnecter ensemble. Voilà, c'est deux univers complètement différents. Et là, on sent que les paroles, c'est important, mais les yeux, les regards sont primordiaux. Voilà, il y en a...
les groupes savent se connaissent, voilà, et chaque personne est différente. Voilà. Il y en a, il va falloir lui mettre une grande tarte dans la figure pour qu'il se réveille. D'autres, il ne faut surtout pas le toucher parce que là, ça va le démobiliser complètement pour le match. Mais dans ses regards, on sait qu'on peut compter sur lui. Voilà. Et c'est là où il y a beaucoup d'enjeux et beaucoup de choses qui se passent. Et tu sais si tu vas être prêt au coup de sifflet de départ. Moi, je ne mets pas comme on gueule dessus. J'ai Henri Broncan qui a testé, qui m'a mis la pression là-dessus. Il a dit hop, hop, hop. Faut surtout pas que je tape là-dessus. Ça ne marche pas avec lui. Lui, il sait ce qu'il a à faire. Il n'a pas besoin d'avoir de motivation supplémentaire, d'être piqué. Il piquait les autres. Et moi, ça me gonflait parce que je ne comprenais pas qu'il répétait souvent les mêmes choses. Mais tout le temps. Je disais, vous n'avez pas marre qu'on vous répète tout le temps les mêmes choses. Et ça m'énervait. Non, moi, je parlais beaucoup. Et après, je donnais la tarte à celui qui allait nous montrer la voie. Voilà, il y a des histoires avec Arnaud Minardi, il avait 18 ans. Arnaud réagissait très bien avec ça. Il avait un physique hors norme. C'était un combattant, c'était un méchant. On sentait de suite qu'il allait nous amener beaucoup de choses. Mais je savais qu'en touchant le petit, moi, il n'y avait que moi qui devais le toucher. Les autres coéquipiers disaient wow, Greg il fait ça à Arnaud va nous montrer le chemin. On n'a pas le droit de ne pas les suivre, quoi. Alors j'ai deux histoires. Enfin, Aldrit, je l'ai coaché en U13. Il y avait Paul Graou aussi. Greg, de suite, j'ai senti que c'était un joueur qui avait un leadership naturel et qui aimait ce jeu. Voilà. Il était tourné déjà beaucoup sur l'esprit de compétition, les exigences techniques. Il faisait preuve d'une maturité précoce déjà à cette période-là, et je savais que parce que c'est difficile aujourd'hui de prédire un avenir à un jeune de 12 ans, 13 ans, le gap il est tellement important. Mais je me disais que lui, s'il était préservé physiquement, qu'il suivait un process normal, il pouvait arriver au haut niveau. Il avait déjà ça en lui. Parce qu'après, il y a le physique qui évolue. Toujours cette conviction il y a différents échappatoires aussi quand tu grandis, à l'adolescence, tout, prioriser le rugby, prioriser le scolaire, prioriser la vie extra-rugby qui est facile après, les sorties, ça fait partie de leur âge. Donc c'était difficile à prédire, mais la réalité aujourd'hui fait qu'il a bien amené sa barque. Bourga, je savais que Bourga il arrivait plus tard à Auch. Je l'ai connu au travers de différentes personnes. Lui, il a un besoin d'être bien dans un groupe. Il a un besoin d'appartenance très fort à un groupe pour évoluer pleinement dans un collectif. Il a besoin d'être en confiance. Et l'histoire, c'est vrai que moi, quand je l'ai fait venir à La Rochelle, je suis entraîneur des espoirs avec Patrice Colazo qui est manager de l'équipe pro. Et il y avait ce projet jeune pro et j'ai dit il y a deux gamins qui sont très intéressants là-bas. Maintenant, ils jouaient déjà en national et l'histoire c'est que s'ils avaient été restés, si Auch était maintenu en national, ils ne seraient jamais venus à La Rochelle. Parce que pour moi, le projet de jouer déjà en équipe première à ce niveau-là était aussi enrichissant que de venir sur un double projet comme le nôtre. Auch a déposé le bilan et c'est pour ça qu'on a récupéré Greg et Bourga.